et messieurs, éminente assemblée, je vois des femmes et des hommes qui, par leur posture, leur coiffure, semblent déterminés. Je sais qu'il y a ici des militantes et des militants de cette cause et nous sommes réunis aujourd'hui pour justement, pour ce colloque, évoquer cette proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire. Le député de la Guadeloupe, M. Olivier Servat, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir, avec vous, réfléchir à cette question importante de la discrimination capillaire. En fait, tout le monde a quelque chose à dire et à penser de cette problématique-là. En tant que législateur, nous avons décidé de porter une proposition de loi, ça veut dire issue d'un député, co-signée par plus de 50 députés, tous bords politiques confondus. Et aujourd'hui, nous voulons que cette proposition de loi soit transpartisane. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de tension, trop d'échanges houleux à l'Assemblée, que ça passe de façon la plus consensuelle possible. Dans le cadre d'une semaine du Parlement qui a lieu tous les 2 mois, cette proposition de loi, qu'on la fasse passer en 2024, au premier trimestre 2024. Mais un enjeu sanitaire parce que les produits qui sont utilisés notamment pour défriser ou pour lisser les cheveux sont des produits qui ont des impacts sur la santé de manière extrêmement forte. Un enjeu féministe parce que bien souvent, même si je sais cette proposition de loi parle plus largement, y compris du cas du steward qui a gagné après 10 ans de combat, mais qui concerne bien souvent les femmes. Et je crois qu'il est important de rappeler dans la société plus que jamais que le corps des femmes n'appartient qu'à elles et à elles seules. C'est un enjeu évidemment d'égalité parce que lorsqu'on parle des discriminations, c'est dans des discriminations dans l'accès à des droits et dans l'égalité des citoyens qui sont insupportables et donc qu'il faut combattre. Et puis surtout, c'est une proposition de loi qui s'inscrit aussi dans un combat très long, dans un combat historique. Je pense notamment à ce qui s'était passé à Harlem en 1962 avec le mouvement Black is Beautiful. Et donc c'est aussi ce combat-là qui se poursuit avec cette proposition de loi. Donc je suis heureuse de l'avoir co-signée. J'aiderai pour qu'elle soit portée aussi dans ces semaines de l'Assemblée. Dans les années 60, il y a eu aussi une discrimination capillaire. Il y avait cette expression qui disait cheveux longs, idées courtes. C'était pour quelques jeunes. La discrimination capillaire dont il est question est évidemment bien plus violente, bien plus destructrice pour des femmes et des hommes afro, métis, des Français de ce pays. Et pour comprendre aussi tout cela, il faut convoquer le passé. Les résidus nocifs du passé peuvent expliquer les comportements, les mots des uns et des autres. Et lors des 2 tables rondes, nous allons, j'en suis sûr, mieux comprendre les enjeux de cette proposition de loi et évidemment cette proposition de loi que nous souhaitons voir, quoi qu'il arrive, adoptée. Et le standard qu'on a édicté étant centré sur l'idée de l'apparence qu'on considère comme étant européenne, ça a conduit de nombreuses personnes à se ressentir comme n'appartenant pas finalement à la beauté légitime et ça a conduit également à leur exclusion. Et je dois vous dire que j'ai un rapport très personnel avec cette question puisque moi j'ai commencé à faire de la télé en 2009. D'information sur la chaîne de télévision Canal+, donc j'étais chroniqueuse dans une émission d'information matinale. J'ai reçu un email qui m'a beaucoup frappée, parce que j'avais pas beaucoup vraiment réfléchi à ce à quoi je ressemblais, ce que ça pouvait véhiculer comme message. Et j'ai reçu l'email d'une personne qui m'a écrit en me disant « Écoutez, je vous ai vu ce matin sur Canal+. C'est la première fois que je vois une femme noire à la peau foncée, aux cheveux crépus naturels, avec un nom africain qui vient parler de choses sérieuses. » Que ce soit la première ou non n'est pas la question. La question, c'est que je me suis rendu compte que mon apparence et la manière dont je me présentais physiquement dans un espace tel que la télévision était politique. Et que ça allait bien au-delà de ma personne, puisque en fait, ça élargissait le champ de ce qui était considéré comme acceptable et ça associait des apparences stigmatisées à un propos qui était un propos digne d'être entendu. Et donc, je me suis rendu compte à quel point la question de la représentation était extrêmement importante, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi dans les années 80 et je voyais très peu de personnes noires, et quand j'en voyais souvent, elles étaient ridiculisées, elles étaient stigmatisées. On avait quelques images un petit peu honorables qui venaient des États-Unis, mais ça restait très épisodique.
Et je me suis rendu compte que oui, j'aurais aimé grandir avec des images qui me donnent le sentiment que je suis digne d'être représentée et que j'appartiens aussi à cette nation, parce que la question de l'appartenance est aussi extrêmement importante. Et donc en 2015, après quelques années de journalisme, j'ai décidé d'écrire ce livre Afro, qui est la collection de 140 témoignages de 140 personnes. On a fait 110 photos, donc Brigitte Sombier a fait des photos, je me suis chargée des entretiens, parce que des photos qui sont situées à Paris, parce que voilà, je suis parisienne de naissance et c'est une ville dans laquelle j'ai toujours vécu, parce que je voulais aussi transformer la manière dont on percevait la ville lumière et lui associer des visages qui étaient des visages inhabituels, donc des visages de personnes afrodescendandes. Et vraiment, je parle de l'Afrique au sens large, donc j'ai aussi inclus des personnes qui étaient originaires d'Afrique du Nord, donc d'Afrique évidemment d'une origine plus ou moins lointaine, donc des personnes aussi des diasporas caribéennes, d'Amérique du Sud, etc. Et des personnes qui étaient aussi dans une position où elles étaient fières d'elles. Parce que souvent, quand on parle de la question des identités noires, des identités afro, il y a aussi une forme de souffrance, une forme de pitié aussi, et je voulais montrer qu'on pouvait être tout à fait à l'aise avec des cheveux frisés, crépus. Aude Livorel, qui est une femme, a créé une formation de CAP qui permet à certains d'être formés pour les cheveux crépus, mais ça reste une option. Et donc, que l'éducation nationale produise un diplôme qui n'inclut pas le savoir, un savoir-faire qui tienne compte de tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que beaucoup d'entre nous en fait ne se considéraient comme n'existant pas. Et ça, c'est extrêmement choquant. Tout comme Roukaya, remercier donc le député Serra pour ce projet de loi. C'est vrai que je lui ai soufflé l'idée c'était en juillet 2022, je lui ai envoyé un WhatsApp. Parce que je vis aux États-Unis donc depuis quelques années, j'ai commencé à peindre mon histoire, l'histoire de ma transition. J'ai moi-même travaillé en télé pendant plus de 22 ans sur Guadeloupe Première et j'ai toujours pensé que pour être présentable, pour être professionnel, il fallait avoir les cheveux longs, lisses et style européen. Donc quand j'ai fait cette transition, ça a été très compliqué pour moi, très, très douloureux parce que je n'étais pas habituée à me voir avec mes cheveux naturels. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé à peindre. En fait, j'ai décidé de peindre cette histoire. Ma transition vers le cheveu naturel, l'image que mes cheveux naturels me renvoyaient, que je n'aimais pas en fait. Donc j'ai appris ce que c'était que le Crown Act. Et quand j'ai lu ce que c'était que le Crown Act, j'ai pris tout de suite contact avec donc, le professeur Green, avec Natasha, toutes les personnes, les activistes qui tournaient autour donc, du cheveu naturel. Et j'ai envoyé ce fameux SMS à monsieur Serva, à Olivier. Et je me suis dit, mais il va me prendre pour une folle. Discrimination capillaire, il est chaud. Franchement, remercier Lovely, Bergena, qui est sa collaboratrice, qui, je sais, a poussé pour qu'il puisse au moins écouter. Donc, quand il a écouté, franchement, je ne m'y attendais pas. Et franchement, merci vraiment, Olivier, d'avoir accepté voilà, de relayer. J'ai demandé donc l'autorisation à Madame Michèle de Léon. Donc, Michèle de Léon, c'est une personne qui aussi est très active, c'est une activiste donc, autour de la problématique des cheveux capillaires. Elle a été à l'ONU et elle a créé le World Afro Day. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc il y a une journée mondiale pour l'afro. Elle a interrogé des HR, des ressources humaines, des directeurs, donc sur un panel de 1000 personnes, 1000 décideurs au Royaume-Uni, les États-Unis, donc PDG, je vous l'ai dit, responsable ressources humaines, eh bien, 80% des employeurs, on leur a montré des photos de personnes avec des perruques, des personnes avec des tresses, des cheveux courts, des cheveux... Et 80% des personnes, donc des personnes interrogées, pensent que le cheveu style européen lisse est plus présentable pour l'entreprise contre 62%. Donc il n'y a en général pas de réglementation dans les grandes sociétés, dans les grandes entreprises, il n'y a pas de réglementation qui empêche. Et c'est là où c'est un peu tricky, c'est un peu, je trouve, sournois. Donc on ne vous empêche pas. Mais en même temps, si vous vous présentez avec vos cheveux, vos locks, on va vous dire voilà, c'est pas très correct, c'est pas très présentable. Pour être embauché, il vaut mieux avoir des cheveux lisses, perruques, tissage, peu importe, mais les cheveux lisses est recommandé. Allez sur le site, ça s'appelle donc worldafroday.com,
World Afro Day, et là vous aurez vraiment une étude complète sur ce sujet-là. Quant à l'étude du Crown Act aux USA, donc qui a été faite en 2019 par Dove, 2 femmes sur 3 disent changer la texture de leurs cheveux lorsqu'elles vont à un entretien d'embauche. Oui. 80% des personnes interrogées sont plus susceptibles de changer leur apparence, leurs cheveux naturels, pour répondre à des normes sociales ou des attentes de leur employeur. 80%. Selon cette même étude du Crown Act, 53% des mères déclarent que leurs filles ont été victimes de discrimination sur la coiffure dès l'âge de 5 ans. 90% des enfants déclarent que leurs cheveux sont beaux. Donc quand on pose la question aux petites filles qui ont les cheveux texturés, bouclés, elles trouvent que leurs cheveux sont beaux. Oh, elles aiment leurs cheveux. En revanche, lorsqu'elles vont dans des écoles à majorité caucasienne, 100% des écolières disent qu'elles veulent avoir les cheveux lisses. Donc voilà un peu ces études. Alors c'est vrai que Claudie le disait, malheureusement en France on ne peut pas faire cette étude, c'est pas permis par la loi, mais je pense qu'on devrait faire cette étude, ça nous montrerait aussi les différentes disparités, et que nos enfants et nos mères et les hommes aussi sont concernés par ce problème, voilà, oui, la discrimination capillaire existe bel et bien ici. Je voudrais juste un point pour réagir à ce que vous venez de dire. Le fait qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques ou raciales en France parce qu'elles sont interdites, effectivement, n'empêcherait pas de faire une étude comme vous venez de l'indiquer, car en fait on étudie simplement les coupes de cheveux, les textures chez des personnes, peu important d'ailleurs qu'elles soient noires ou blanches pour le coup. Et donc en réalité, on pourrait le faire. Et si ça n'existe pas en France, je vais tout de suite vous l'expliquer, c'est pas pour ça. Ça n'existe pas tout simplement parce que ce sujet n'intéressait personne. C'est quand même ça qu'il faut bien signaler. Et j'espère d'ailleurs que c'est ça qui est bien dans votre proposition, c'est que ça permette de le faire. Et typiquement l'enquête que vous indiquez ou d'autres, et c'est ça que je voudrais vous dire, mais très vite parce que je crois qu'il faut qu'on soit rapide. Je suis très embêté parce que s'il s'agit de savoir quelle est la situation française, par exemple, de la discrimination capillaire, afro comme vous l'avez dit, ou aux cheveux naturels, quel est son effet pour trouver un travail, pour faire carrière, eh bien, en France, on ne trouve pas. On n'a pas ce type de données, alors qu'on les a sur beaucoup de sujets, mais on ne va pas les avoir sur ce sujet. Et d'ailleurs, de façon générale, de toute façon, l'apparence physique en général, avec tous ces aspects, dont fait partie le capillaire, l'apparence physique n'a pas donné lieu à beaucoup d'études. En fait, on a très peu de travaux. Je voudrais quand même vous donner quelques éléments. Pourtant, on sait qu'il y a des sondages en Europe, ceux du Défenseur des droits, ceux du MEDEF, de l'adresse. Qu'est-ce qu'on sait? L'apparence physique, c'est le deuxième motif de discrimination que mentionnent les demandeurs d'emploi. Malheureusement, le Défenseur des droits n'a jamais regardé en détail cette question capillaire. Le Défenseur des droits aurait pu le faire, mais il ne l'a pas examiné. Il a regardé par exemple la question de l'obésité, du surpoids, un sujet important, mais il n'a pas regardé d'autres sujets. Or, ça faisait partie de la discrimination sur l'apparence physique. Bon. Donc là, on est dans le fait que ça pouvait être étudié, mais le choix n'a pas été fait de le regarder. Autre exemple, quand on prend les jeunes de 18 à 34 ans, et l'enquête là aussi du Défenseur des droits, l'apparence va être le troisième motif de discrimination dont sont victimes les jeunes de 18 à 34 ans au travail, et une enquête du coup du Défenseur des droits nous apprend aussi, et ça c'est intéressant, que pour obtenir un poste ou une promotion, les jeunes en France sont confrontés à des demandes, et le Défenseur des droits constate que, par exemple, on leur demande de modifier dans leur apparence, à nouveau à des niveaux très élevés, on leur demande de modifier, je cite, changer de coiffure, de maquillage, la barbe ou l'épilation. 18% des répondants expliquent que c'était nécessaire pour avoir un poste ou avoir une promotion. Et vous voyez, c'est pas assez détaillé, c'est dommage, mais on commence à se douter que, évidemment, le sujet dont on parle, il existe réellement pour tous ces jeunes de 18 à 34 ans aujourd'hui. Donc on a des études sur ça.
Dans votre proposition de loi, vous avez assez habilement d'ailleurs souligné que le capillaire, ça concernait aussi d'autres sujets. Et vous avez raison, puisqu'il y a par exemple la question des cheveux gris, de l'alopécie, les stigmates du vieillissement, la perte de cheveux donc, liée au vieillissement. Là, on a des études, pas en France, mais à l'étranger, mais ça confirme, enfin, ce qu'on sait bien, c'est que sur le marché du travail, bien sûr, ça va être extrêmement négatif. Donc il y a des conséquences négatives d'avoir l'air âgé. Donc c'est ce à quoi vous allez ressembler, c'est pas votre âge à l'état civil. Il y a des effets très négatifs. Je m'empresse de dire pas, monsieur le député, lorsqu'on a le crâne totalement rasé. Car là, vous n'avez pas... Enfin, les études nous montrent que ce n'est pas... Dans ce cas, c'est très bien. Si je peux me permettre, vous avez fait le bon choix. Et, vous n'avez pas de... Voilà. Mais sinon, l'alopécie est un problème. Ensuite, vous avez les coupes de cheveux. C'est un marqueur social. D'ailleurs, même quand on travaille sur les sujets de discrimination et le racisme, vous savez que, et ça a été beaucoup étudié, il y a une dimension sociale aussi, notamment aux États-Unis, donc les deux sont liés. Et votre coupe de cheveux est un marqueur social, votre origine sociale. Et puis je voudrais finir sur les couleurs aussi. Il y a des études aussi sur ça. C'est pas si anecdotique que ça. Les gens se colorent de plus en plus les cheveux. D'ailleurs, je sais pas pour toi, mais c'est de plus en plus fréquent. Et bien sûr, on a des études sur ça parce qu'on sait que c'est pas anecdotique. Donc je ne vais pas développer, mais je confirme, il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. What I will say with respect to that is that so many things have already been mentioned as it relates to the kind of negative stereotypes that are often associated with African descendants' natural hairstyles, like them being distracting, unruly, unkempt, extreme, unusual, unattractive. Nous ayons un scientifique sur ce panel, le docteur Bissanga. Au-delà de l'estime de soi brisée, y a-t-il d'autres ressorts qui expliquent ce refus justement du cheveu naturel chez les femmes et chez les hommes? Merci Claudie. Je crois qu'elles ont parlé de beaucoup d'aspects, mais moi en consultation, lorsque je vois les patientes qui viennent essentiellement pour des problèmes d'alopécie, parce qu'elles ont utilisé des produits ou elles ont tiré sur la racine de cheveux, c'est parfois lorsque je leur dis, écoutez, vous savez, pour guérir, il faut d'abord arrêter tout ça. Et c'est comme si une lumière s'allumait, parce que la réalité, beaucoup de ces femmes n'ont jamais appris à prendre soin de leurs cheveux naturels. Elles trouvent toujours des excuses, c'est chronophage, c'est pas facile à entretenir, ça prend du temps. Mais en fait, le vrai problème, je pense que c'est arriver à s'accepter et à assumer ses cheveux dans son état naturel. Et ça, ça prend du temps, ça demande de l'éducation. Et malheureusement, les mouvements NAPI sont parfois considérés un peu comme des marginaux parce qu'il y a ce côté militant qui est parfois taxé parce qu'on veut juste rester naturel. Donc c'est vraiment, en consultation, c'est parfois vraiment des guerres pour essayer d'expliquer. Moi, au départ, en tant que médecin, je ne connaissais rien à la coiffure des femmes, donc j'ai dû aller m'éduquer. J'ai passé beaucoup de temps avec Aline pour juste comprendre et expliquer aux gens à trouver des coiffeurs et des coiffeuses qui peuvent prendre soin, faire cette éducation. Dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de tricologistes, mais dans le monde francophone, il n'y en a pas, donc, ou il y en a très peu. Donc c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est spécialiste de tricologie. Ce sont des spécialistes qui peuvent vous aider à soigner le cheveu, pas de manière médicale, mais à vous procurer tous les conseils et tout ça. Et donc le problème est vraiment un problème d'éducation, un problème d'accès aux professionnels qui peuvent vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire avec vos cheveux. On étudie en sociologie pourquoi les femmes font ce qu'elles font comme elles le font, et nous avons tendance à nous coller dans le moule de la
de l'acceptation des arbitraires de nos sociétés nous proposent comme mode de relation. Et nous ne sommes pas obligés d'accepter ces arbitraires. C'est pour cela que je mène ce travail-là, que je l'ai continué à partir de ce que j'ai découvert dans l'espace de discussion, les réseaux, etc. Nous ne sommes pas obligés de nous ajuster aux excès au niveau des discriminations, aux excès de nos sociétés dominantes qui, elles, ne sont pas interrogées, elles sont appelées à se défaire, à se dénaturer, mais dans des canons, des règles, des normes qu'elles ont fixées, elles. Et donc, pour un noir, il est beaucoup plus important la distance entre le modèle et la transformation à se faire subir est beaucoup plus important que une personne caucasoïde qui veut juste se friser un peu ou se brûler la peau. Vous voyez, c'est peut-être vers cette réflexion que nous devrions aller, et si monsieur le député arrive à faire que cette loi passe, il serait bon qu'il y ait des écoles, des espaces où on apprend justement le respect de soi, la tolérance, et il n'y a jamais d'altérité extrême. Il y a des gens différents sur la planète, et nous devons apprendre à vivre ensemble. Alors, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Je dois malheureusement vous quitter, mais j'ai trouvé le débat passionnant, et je remercie encore notre député et vous-même de m'avoir permis de m'exprimer sur ce thème. Cette parfumerie avait tenté de vendre des produits éclaircissants. Et des femmes et des hommes s'étaient mobilisés, étaient allés, c'était un peu violent, sont allés dans la parfumerie et ils ont fait en sorte que cette parfumerie ne vende plus jamais de produits éclaircissants. C'était en Martinique et je trouve que c'était un beau combat et ça nous ramène au combat d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout d'abord, ce que j'avais fait dans une story, c'est que j'ai demandé aux personnes si elles avaient déjà été discriminées en rapport avec leurs cheveux, couleur de cheveux, etc. J'ai eu un échantillon de plus de 25 000 personnes. 66% m'ont dit que oui, elles ont déjà vécu justement de la discrimination. Donc j'ai sélectionné 5 témoignages. Le premier témoignage, elle s'appelle Clarisse, elle a 35 ans. Elle a les cheveux roux, c'est important aussi d'en parler. Voici ce qu'elle m'a écrit. J'ai été insultée plusieurs fois dans la rue, dans le bus, par des inconnus au sujet de ma couleur de cheveux. J'avais 16 ans lorsque j'ai entendu pour la première fois un garçon devant ses amis dire « T'es rousse, tu pues ». Voilà, bon, je pense que c'était ce qu'on allait entendre. Et j'imagine que ça arrive ça gratuitement, lorsqu'un garçon potentiellement veut faire rire les autres. J'étais avec ma grand-mère quand tout ce que j'ai pu entendre s'est passé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est le regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Une autre fois, c'était dans le bus et aussi dans la rue. C'était la même phrase et les mêmes insultes que j'entendais quotidiennement. Tout ce que je pouvais faire encore une fois, c'était fixer devant droit dans les yeux. Aujourd'hui, j'ai presque 30 ans, et je suis maman. Je me sens vraiment bête de ne pas avoir pu répondre à ce moment-là. Et dans le cadre amoureux, j'ai eu droit à des « Tiens, je ne l'ai jamais fait avec une rousse ». Et à chaque fois, j'avais honte de moi, j'étais en colère. Alors je me suis teint les cheveux en brun, pour être plus comme tout le monde, et plus dans la norme, pour qu'on m'accepte comme cela. J'ai souvent pensé que les gens m'aimeraient d'ailleurs plus que quand j'avais les cheveux roux. Et heureusement que maintenant ça va mieux, je me suis fait une autre couleur, et c'est celle de la rousse encore plus vibrante. On peut dire que j'assume enfin, mais seulement à 35 ans. Il n'y a que maintenant, ou il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'étais assise à une terrasse lorsqu'une personne inconnue est arrivée et m'a dit « Tiens d'ailleurs, je comprends pourquoi en Afghanistan les femmes sont voilées, parce qu'au vu de ta couleur de cheveux... » Ça c'est le premier. Le deuxième est plus court, très intéressant. Ça c'était la plus longue, c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là. Non, je vais en faire avec potentiellement pas toutes, mais je vais vous en faire une beaucoup plus courte. En fait, deux qui, je suis désolée, mais c'est deux qui sont tellement importantes. Une qui est dans la sphère intime et l'autre qui sera dans la sphère professionnelle. Donc là, dans la sphère professionnelle, c'était donc Carole. Elle s'appelle Carole, elle a 34 ans. Une de mes anciennes employeurs me demandait chaque matin d'attacher mes cheveux pour qu'ils soient bien soignés. Et d'ailleurs bien tirés.
Et parce que si je ne faisais pas ça, elle me disait que c'était pas sérieux, c'était pas pro. Alors je ne laissais jamais mes cheveux au naturel. Après des mois de remarques par mes collègues, j'ai pris la décision de défriser mes cheveux. Je suis allée chez un coiffeur qui m'a littéralement brûlé mon cuir chevelu, jusqu'à ce que j'en perde mes cheveux par poignée. Je pouvais même plus les brosser, tellement c'était une catastrophe. Je n'ai jamais réussi à retrouver mes boucles, qui d'ailleurs étaient tout simplement sublimes quand j'imagine ce que j'avais à l'époque. Je me rends compte que depuis peu, et grâce à des personnes comme toi et comme toutes celles qui nous aident à nous assumer, j'ai réussi à retrouver du volume, des bouclettes, et à les discipliner, et j'arrive enfin à retrouver celle que j'étais. Le dernier qui est très court. Le dernier très court, elle s'appelle Farida, elle a 40 ans. Un jour, mon copain m'a amenée chez le coiffeur pour me faire plaisir et pour que d'ailleurs je me sente belle. Arrivée là-bas, je n'ai pas choisi la prestation parce qu'il avait déjà acheté cette prestation pour moi. Au moment, je lui demande, mais du coup, quelle prestation t'as choisi pour moi? À ma grande surprise, ce fut une prestation, de lissage brésilien, car d'après lui, j'étais plus jolie avec les cheveux lisses. C'est pas sûr que je le dire vraiment. C'est tellement violent. Et alors, Kenza, ces trois exemples, ces trois témoignages, femmes de 34 ans, 37 ans et 40 ans, donc ce sont des femmes qui sont de la même génération. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on prend conscience de tout ce que l'on a commis contre soi, d'ailleurs. Exactement, j'en ai d'autres, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, qui sont un peu plus jeunes, qui me parlent par exemple à la fac, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont longtemps, donc d'un certain âge qu'on est en train de citer, elles ont longtemps accepté ce qui se passait, et aujourd'hui, elles réalisent en fait la gravité. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles se permettent aujourd'hui d'expliquer et de raconter avec la plus grande violence, hein, même si elles ne se rendent peut-être pas compte. Nous, en tout cas, en le lisant, on se dit waouh, c'est très violent. Et c'est là où ça me rassure en me disant on n'est pas là pour rien ce soir. Ce soir, c'est super important. C'est, comme le disait d'ailleurs très bien Lionel Tacite, qu'en effet, c'est historique. Et à mon âge, c'est d'une autre manière. C'est tout aussi violent quand même, mais en même temps, on sent qu'il y a cette parole qui est plus facile en fait à se défendre. On a potentiellement peut-être plus les mots aujourd'hui, puisque les réseaux sociaux nous ont permis aussi de découvrir qu'on n'était pas seuls, qu'on était nombreux et nombreuses à vivre cette chose. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les personnes de mon âge arrivent à potentiellement avoir une voix plus forte et plus je sais pas, dure en fait, en disant non, tout ce que tu es en train de me dire, c'est pas ok, je ne l'accepte pas. Et en même temps, pour les personnes qui sont traumatisées, parce que c'est le mot qu'il faut quand même utiliser, et bien progressivement, comme on le disait, la transition capillaire, elle commence à s'accepter dans leur entièreté.